Je m'appelle Adrien Dumont, j'ai 28 ans. Il y a 5 ans, mon propre père a secrètement fait don d'un fonds d'études de 500 000 $ à mon frère Maxime, l'enfant chéri, tout en me disant que j'étais seulement bon à faire cuire des hamburgers dans un snack local. Alors que je cumulais 2 emplois au salaire minimum, étouffant sous le poids des frais de scolarité de l'université locale et de l'odeur de friture bon marché, mes parents m'ont regardé droit dans les yeux, dans notre propre maison, et ont dit « Maxime a un véritable potentiel, Adrien. Tu dois juste te montrer réaliste. » Ils ont ri de mes ambitions en plein milieu de notre salon familial, me balayant comme un insecte gênant pendant qu'ils remettaient à mon frère les clés d'une nouvelle vie de luxe. Mais il y a une chose qu'ils ignoraient totalement. Ils n'avaient absolument aucune idée que ma tante Éléonore, la seule personne de toute la lignée qui voyait ma vraie valeur, avait secrètement créé un énorme fonds fiduciaire rien que pour moi. Tout en rassemblant discrètement des preuves irréfutables des crimes financiers les plus sombres de mes parents. Et aujourd'hui, mes parents et mon frère si parfaits sont ceux qui sont assis dans le hall de mon entreprise, transpirant à travers leurs vêtements, implorant ma pitié pour leur éviter un procès fédéral massif, de la prison ferme et une ruine financière totale. Avant de vous raconter exactement comment j'ai démantelé leur petite vie parfaite, pièce par pièce, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez en une justice absolue. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires depuis où vous me regardez. Votre soutien est ce qui me permet de continuer. Maintenant, revenons là où ce cauchemar a vraiment commencé. La vue depuis le 42e étage de l'immeuble de la Valois-Dumont Holdings est tout simplement époustouflante. Je me tiens ici en ce moment même, contemplant l'immensité de la ligne d'horizon de Chicago. Sentant le tissu lourd et impeccable de mon costume italien sur mesure contre mes épaules. Les vitres allant du sol au plafond sont glaciales sous mes doigts. Un contraste saisissant avec la chaleur bouillante du ressentiment que j'ai accumulé pendant une demi-décennie. Tout en bas, la ville ressemble à un labyrinthe chaotique et insignifiant de minuscules voitures et de problèmes dérisoires. Ici, dans la suite exécutive, le silence est absolu. Ici, je suis intouchable. Mon téléphone vibre sur le grand bureau en acajou derrière moi, brisant le calme de la pièce. L'identité de l'appelant affiche un nom que j'attends de voir depuis toute la matinée. C'est Monsieur Dupuis, mon gestionnaire de fortune principal et directeur du département des fiducies de la plus grande banque de la ville. Je décroche le téléphone, gardant les yeux fixés sur l'horizon gris et lointain. Ils arrivent, Adrien, dit Monsieur Dupuis. Sa voix est parfaitement calme. La voix d'un professionnel chevronné qui gère des portefeuilles de plusieurs milliards de dollars, des offres publiques d'achat hostiles et des divorces d'affaires complexes depuis des décennies. Le piège est totalement refermé. Les documents juridiques sont finalisés. Les comptes offshore sont gelés et les transferts immobiliers sont complètement bloqués. Votre père vient de garer sa voiture dans le parking souterrain. Il a emmené votre frère. Je m'autorise un très léger sourire, froid. Le reflet dans la vitre montre un homme qui ne ressemble en rien au garçon que j'étais. Merci, Antoine. Laissez-les transpirer dans le hall pendant exactement 15 minutes. Offrez-leur de l'eau du robinet bon marché, puis faites-les monter dans la grande salle de conférence. Je raccroche le téléphone et laisse échapper un long et lent soupir. 5 ans. J'ai attendu 5 années éprouvantes, acharnées et destructrices pour ce moment précis. Les gens disent toujours que bien vivre est la meilleure des vengeances. Les thérapeutes vous d'ailleurs disent de tourner la page, de guérir, de laisser le karma faire le travail difficile. Ils vous disent de pardonner et d'oublier, car garder sa colère est comme boire du poison en s'attendant à ce que l'autre personne meure. Mais ces gens-là n'ont jamais plongé leurs yeux dans ceux de personnes censées les aimer inconditionnellement pour n'y voir qu'un mépris froidement calculé. Ces gens-là n'ont jamais vu leur avenir entier volé, réemballé et remis à leurs frères sur un plateau d'argent pendant qu'on leur ordonnait de nettoyer des toilettes pour le salaire minimum. Je m'approche de mon bureau et ouvre le tiroir du haut. À l'intérieur se trouve une enveloppe Kraft épaisse et impeccable contenant les ordres d'exécution financière pour l'ensemble des biens de mon père. À côté se trouve une petite clé en argent terni qui appartenait autrefois à ma tante Éléonore. Je touche la clé, sentant le métal froid contre ma peau. Cela me ramène à la réalité. Elle savait depuis le tout début. Elle savait exactement de quoi mes parents étaient capables. Et elle m'a remis les outils exacts dont j'avais besoin pour bâtir mon propre empire sur les cendres de leur cupidité. L'interphone de mon bureau retentit. La voix de mon assistante est nette et professionnelle. « Monsieur Dumont, vos invités sont là. Ils attendent dans la salle du conseil. » « J'arrive immédiatement, » répondis-je.
Je prends l'enveloppe Kraft. Son poids est incroyable. Elle contient chaque mensonge, chaque compte bancaire caché, chaque signature falsifiée et chaque preuve de leur fraude massive à l'héritage. La tempête est enfin là, et c'est moi qui apporte le tonnerre. Mais pour comprendre l'ampleur de ce qui s'apprête à se passer dans cette salle de conseil, vous devez d'abord comprendre l'enfer absolu qu'ils m'ont fait vivre. Vous devez savoir ce que l'on ressent quand on est complètement effacé par sa propre chair et son propre sang. Vous devez comprendre les rouages d'une famille qui fonctionne comme un syndicat du crime déguisé en rêve de banlieue. Il y a tant, ma vie était un engrenage incessant et épuisant qui me laissait vider de toute énergie au moment où ma tête touchait l'oreiller chaque nuit. J'avais 23 ans, je me réveillais à 4 heures du matin tous les jours pour prendre le bus municipal dans le froid glacial. Je faisais le premier service dans un magasin de bricolage, déchargeant des sacs de ciment de 40 kilos et gérant des entrepreneurs en colère. Ensuite, je suivais un programme complet de cours de commerce à l'université locale l'après-midi, essayant désespérément de maintenir mes notes assez hautes pour obtenir une bourse de base. Après cela, je me traînais chez Marcel, où je servais aux tables et récurais les bacs à graisse jusqu'à minuit. Mes chaussures étaient trouées. Mon compte en banque contenait à peine de quoi couvrir le loyer de mon minuscule studio et les nouilles instantanées bon marché dont je me nourrissais. J'étais un fantôme, hantant ma propre vie, essayant de construire un pont vers un avenir meilleur avec mes mains nues et des outils cassés. Pendant ce temps, mon frère aîné, Maxime, menait une vie digne d'un magazine de luxe. Maxime avait 30 ans, il était l'enfant chéri incontesté de la famille Dumont. Et était beau, charmant et possédait cette arrogance toxique et naturelle que mes parents adoraient absolument. Il était inscrit dans une école de droit privée prestigieuse et extrêmement coûteuse, entièrement financée par mon père, Charles. Je n'oublierai jamais le jour de la remise des diplômes universitaires de Maxime. Ce fut le moment le plus humiliant de ma vie. Mes parents avaient organisé une immense réception avec traiteur dans l'immense jardin de notre maison de banlieue. Des serveurs en chemise blanche impeccable circulaient avec des plateaux d'argent chargés de champagne cher et de caviar importé. Le conseil d'administration de l'association de propriétaires locales était présent, ainsi que tous les riches associés d'affaires de mon père, des juges et des politiciens locaux. Et au centre de l'allée circulaire, étincelante sous le soleil de l'après-midi avec un immense nœud en velours rouge sur le toit, se trouvait une Porsche noire de jet toute neuve, cadeau de remise des diplômes pour le fils parfait. Je regardais la scène depuis le porche, vêtu de mon uniforme de travail usé et décoloré, sentant légèrement l'oignon frit. Alors que Maxime serrait mes parents dans ses bras, ma maman, Hélène, versait des larmes de joie théâtrale, posant pour le photographe engagé. Mon père lui tapotait le dos, rayonnant d'une fierté que je ne l'avais jamais vu manifester à mon égard. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et alors que les traiteurs rangeaient leurs affaires, j'ai approché mon père dans son bureau. J'ai ravalé ma fierté et lui ai demandé s'il pouvait m'aider à payer mes manuels scolaires pour le semestre à venir. Cela représentait environ 3 cents. Il m'a regardé par-dessus le bord de son verre de scotch coûteux comme si je venais de lui demander de vendre un rein. Il a soupiré, un soupir lourd hélas. Il m'a dit que l'argent était extrêmement serré en ce moment, que l'économie était difficile et que je devais apprendre la valeur d'une dure journée de travail. Il m'a fait un sermon sur la responsabilité personnelle alors que les clés d'une voiture de sport à 100 000 $ étaient posées sur la table juste à côté de lui. Je les ai crus. Pendant des années, j'ai cru que nous étions en difficulté financière en coulisses et que l'éducation de Maxime était un investissement nécessaire que la famille devait gérer avec soin. Puis est venue la nuit de la tempête. C'était fin novembre, le genre de froid qui s'infiltre directement dans les os. Je venais de terminer un double service éreintant au snack et j'avais marché 5 kilomètres sous une pluie battante pour rentrer chez moi parce que les bus ne circulaient plus à cause des intempéries. J'étais complètement trempé, je frissonnais de manière incontrôlable et je voulais seulement me glisser dans ma chambre pour m'effondrer de fatigue. En passant devant le bureau lambrissé de chêne de mon père, j'ai remarqué que la lourde porte était entr'ouverte. Un filet de lumière jaune et chaleureuse s'échappait dans le couloir sombre. J'ai entendu des voix. « Nous ne pouvons pas nous permettre les deux, Hélène, » disait mon père. Sa voix était tout à fait décontractée, exempte de tout stress, comme s'il discutait de la couleur à peindre pour le salon. L'argent doit être acheminé correctement par les comptes de l'entreprise. L'école de droit de Maxime doit être la priorité absolue. Nous avons besoin qu'il soit parfaitement positionné dans le cabinet de Vincent. Je sais, Charles, répondit ma mère sur un ton tout à fait dédaigneux. Maxime a un vrai potentiel. Adrien devra simplement se débrouiller avec son travail au snack.
Il doit être réaliste quant à ses limites. Il n'est pas fait pour le monde des affaires. De plus, gérer un restaurant est un travail honnête. Cela correspond à son profil. Je me suis arrêté net. L'eau de pluie glacée ruisselait de mon manteau sur le parquet coûteux, formant une flaque sombre. Ma poitrine se serra si violemment que j'eus l'impression que mes côtes allaient se briser. J'en oubliais de respirer. Exactement, poursuivit mon père, faisant teinter les glaçons dans son verre. Le fonds d'études de 500 000 $ est strictement réservé à Maxime. J'ai déjà transféré les actifs sur son compte privé. Adrien survivra. Il s'en sort toujours. Il est résilient, ce qui est juste un mot poli pour dire qu'il a l'habitude de n'avoir rien. 500 000 $. Un fonds d'études secret, une fortune cachée massive réservée exclusivement à l'enfant chéri. Alors que je détruisais ma santé physique et mentale juste pour m'offrir des crédits universitaires de base, toutes ces années à porter les vieux vêtements de Maxime, les repas sautés, les sermons humiliants et constants sur la responsabilité financière. Tout cela n'était qu'un mensonge psychotique méticuleusement élaboré. Ils avaient l'argent depuis le début. Ils avaient simplement décidé que je ne valais pas un seul centime. J'ai posé ma main à plat contre la lourde porte en chêne et je l'ai poussée. Elle grinça bruyamment et mes deux parents tournèrent brusquement la tête vers moi. Ma mère sursauta, portant une main parfaitement manucurée à sa poitrine. Le visage de mon père s'assombrit instantanément, sa mâchoire se contractant. « Tu écoutais aux portes ?» demanda mon père, sa voix descendant dans un grondement menaçant et autoritaire. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air agacé. « Vous avez donné un demi-million de $ à Maxime ?» ai-je demandé. Ma voix tremblait sous l'effet d'un mélange de colère aveuglée et de chagrin dévastateur. « Vous m'avez regardé m'épuiser à la tâche. Vous m'avez dit que nous étions ruinés. »« Ne me parle pas sur ce ton dans ma propre maison », répliqua mon père en se levant de son grand bureau en acajou. La carrière de Maxime nécessite un capital important. Il va devenir un avocat d'affaires de premier plan. Tu n'as pas le niveau académique ni l'aisance sociale pour ce genre d'investissement. C'est une simple question d'économie. Maxime est soudainement apparu dans l'embrasure de la porte derrière moi. Il portait un pull en cachemire, un verre de scotch à la main, l'air totalement détendu. Il a regardé mes vêtements trempés, la flaque d'eau qui se formait autour de mes baskets bon marché, et a ricané. « Allons, Adrien, » dit Maxime avec un sourire narquois, buvant une lente gorgée de sa boisson. « Sois réaliste. Tout le monde n'est pas fait pour la cour des grands. Il faut bien que quelqu'un serve les frites. Reste simplement à ta place. » J'ai regardé ma mère. J'attendais qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. Qu'elle me défende, qu'elle dise à Maxime d'arrêter, qu'elle montre la moindre once d'instinct maternel. Elle s'est contentée d'ajuster son collier de perles, a détourné le regard et a bu une gorgée de son vin. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est définitivement brisé en moi. Le fils désespéré, en quête d'affection, qui voulait seulement l'approbation de ses parents, est mort sur ce tapis de perse coûteux. « C'est fini », dis-je. Ma voix était soudainement d'un calme terrifiant, vide de toute émotion. « J'ai fini d'être votre plan de secours. J'ai fini d'être la déception de la famille. » Je me suis retourné, je suis monté à l'étage, j'ai jeté mes rares affaires dans un simple sac de sport en toile et j'ai franchi la porte d'entrée sous la pluie glaciale. Je ne me suis pas retourné. J'ai conduit ma vieille berline délabrée à travers la tempête torrentielle jusqu'à atteindre l'autre côté de la ville. Je me suis garé devant une maison victorienne magnifiquement entretenue. Elle appartenait à ma tante Éléonore, la sœur aînée de mon père. Tante Éléonore était une femme vive et farouchement indépendante qui avait fait fortune dans l'immobilier commercial. Elle était le mouton noir de sa génération, principalement parce qu'elle refusait de tolérer l'arrogance extrême et le comportement manipulateur de mon père. Elle ouvrit la porte, jeta un coup d'œil à mon visage trempé et dévasté, et me tira à l'intérieur sans poser la moindre question. Elle m'installa dans son bureau, me tendit une tasse de thé chaud et m'écouta raconter toute l'histoire. Je lui ai parlé du fonds d'études caché. Je lui ai parlé de la Porsche. Je lui ai parlé de la remarque sur les frites. Tante Éléonore était assise dans son fauteuil en cuir usé, le visage de marbre. Elle ne m'a pas offert de vaines paroles de réconfort. Elle ne m'a pas dit que la famille était sacrée et que je devais leur pardonner. Au lieu de cela, elle s'est levée, s'est dirigée vers un coffre-fort en fer lourd dans le coin de la pièce et a fait tourner le cadran.
Elle en a sorti un épais dossier bleu et l'a posé sur la table basse ancienne juste devant moi. Je sais qui est réellement ton père depuis très longtemps, Adrien, dit-elle, sa voix empreinte d'une autorité froide et absolue. Je savais qu'il essaierait de t'écarter dès que tu ne cadrerais plus avec son petit récit parfait. C'est un parasite, alors j'ai pris mes propres dispositions. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un relevé bancaire certifié d'une grande entreprise de gestion de patrimoine. Le compte était à mon nom. Le solde était d'exactement 500 000 $. J'ai créé ce fonds fiduciaire le jour de ta naissance, expliqua tante Éléonore en se rassoyant et en joignant ses mains. Je l'ai gardé complètement caché de tes parents. Cet argent est légalement le tien. Sans aucune condition. Tu peux l'utiliser pour payer tes frais de scolarité dans l'université de ton choix, lancer une entreprise ou acheter une maison. Je me fiche de ce que tu en feras, du moment que tu l'utilises pour devenir totalement intouchable. J'ai fixé les chiffres sur la page. L'encre s'est troublée alors que mes larmes finissaient par déborder sur mes cils. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une reconnaissance. C'était une vie entière d'amour refusé qui se matérialisait soudainement en sécurité financière. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt, demandai-je, la voix brisée dans la pièce silencieuse. Parce que tu avais besoin de voir leur vrai visage d'abord, répondit-elle doucement mais fermement. Si je te l'avais donné hier, tu l'aurais utilisé pour essayer de gagner leur approbation. Tu l'aurais rendu directement à Charles. Aujourd'hui, tu vas l'utiliser pour bâtir ton propre empire. Ne laisse pas cela te rendre amer, Adrien. Laisse-le te rendre concentré. Ne cherche pas une vengeance facile. Cherche un succès absolu et indéniable. Cette nuit-là, dormant dans la chambre d'amis de tante Éléonore, écoutant la pluie frapper la vitre, j'ai fait un vœu silencieux. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas faire de crise. J'allais disparaître dans le travail acharné et j'allais bâtir quelque chose de si massif que cela projetterait une ombre sur leur existence entière. Au cours des 3 années suivantes, j'ai été transféré dans une école de commerce de premier plan. J'ai utilisé le fonds fiduciaire pour payer mes frais de scolarité, mais j'ai continué à travailler 80 heures par semaine. J'ai gardé mon travail au SNAC et j'ai commencé à faire du conseil financier indépendant pour des entreprises locales. J'habitais dans un minuscule appartement rudimentaire. Je n'ai pas acheté de voiture de luxe. J'ai investi chaque dollar économisé dans le marché boursier et des portefeuilles immobiliers agressifs. J'ai obtenu mon diplôme parmi les premiers de ma promotion. J'ai travaillé avec une rigueur absolue. Ma famille pensait que je galérais encore. J'ignorais le rare SMS condescendant pendant les fêtes. Je les laissais croire au récit pathétique qu'ils avaient créé pour moi. J'attendais dans l'ombre, affûtant mes compétences, me préparant au moment inévitable où leur château de cartes s'effondrerait enfin. Je ne me rendais simplement pas compte à quel point l'effondrement serait spectaculaire. L'explosion s'est produite un mardi matin ordinaire. J'étais assis à mon grand bureau de verre chez Valois-Dumont Holdings, où j'avais rapidement gravi les échelons corporatifs pour devenir le bras droit du PDG, Nicolas. La nouvelle a éclaté sur les chaînes d'information financière comme un tremblement de terre majeur, envoyant des ondes de choc dans toute la ville. Vincent Legrand, le dirigeant d'un cabinet d'avocats d'affaires prestigieux et intouchable, avait été arrêté par le FBI lors d'un raid à l'aube. Les accusations fédérales étaient catastrophiques, fraude massive sur les titres, fraude électronique, blanchiment d'argent et gestion d'une pyramide de Ponzi de plusieurs millions de dollars qui avait anéanti les comptes de retraite de centaines de familles. Vincent Legrand n'était pas seulement un criminel de haut vol. Il était le patron et le mentor direct de mon frère Maxime. J'ai regardé la diffusion en direct sur l'écran monté dans le coin de mon bureau. Des agents en coupe-vent sombre transportaient des cartons de preuves hors du siège social en verre du cabinet. Et là, à l'arrière-plan, l'air absolument terrifié, se tenait Maxime. Son costume de créateur semblait soudain beaucoup trop grand pour lui. Le sourire arrogant qui avait défini son existence entière avait complètement disparu, remplacé par la pâleur et la panique moite d'un homme qui réalisait qu'il se tenait sur le pont d'un navire en train de couler. Les retombées ont été immédiates et impitoyables. En moins de 48 heures, Maxime a été officiellement suspendu du cabinet en attendant une enquête fédérale majeure. Ses comptes bancaires ont été immédiatement gelés par le gouvernement. La réputation prestigieuse que mes parents avaient dépensé des millions à cultiver a été instantanément pulvérisée. Les chaînes d'information locales diffusaient des reportages sur le cabinet de Legrand toutes les heures, et le visage de Maxime apparaissait sans cesse à l'écran en tant que personne d'intérêt.
Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, observant le chaos se dérouler à distance de sécurité. Une partie de moi ressentait un élan de satisfaction sombre et indéniable. L'enfant chéri s'était finalement brûlé les ailes en s'approchant de trop près du soleil. Mais alors que je regardais les reportages, un étrange sentiment d'inconfort s'est installé dans mon estomac. Quelque chose dans toute cette situation me semblait anormal. Le calendrier était tout serré. L'effondrement était trop parfaitement orchestré. Ce soir-là, je suis passé devant l'immeuble d'appartements de luxe de Maxime en centre-ville. Je n'avais pas l'intention de m'arrêter, mais les gyrophares jaunes d'une dépanneuse lourde ont attiré mon attention. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, j'ai coupé le moteur et j'ai observé depuis l'ombre de ma voiture. 2 agents de saisie costauds étaient en train d'attacher la Porsche noire de G de Maxime à l'arrière de leur camion. Maxime se tenait sur le trottoir sous la pluie glaciale, vêtu d'un pyjama de soie coûteux, hurlant sur les hommes. Il avait l'air complètement désaxé, agitant les bras frénétiquement. « Vous ne pouvez pas prendre cette voiture » hurlait Maxime, sa voix résonnant sur le béton des immeubles. « Je suis avocat. Je vais vous traîner en justice. » L'agent de saisie a simplement ri en fixant les lourdes chaînes au véhicule de luxe. « Voyez ça avec la banque, mon pote. Vos comptes sont signalés par l'État. Cette voiture appartient de nouveau au concessionnaire désormais. » Ils sont partis, laissant l'enfant chéri sur le trottoir, trempé par la pluie, dépouillé de son faux prestige. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent. Je pensais que le voir tout perdre ressemblerait à une victoire. Au lieu de cela, c'était juste pathétique. À exactement 2 heures du matin, mon téléphone a sonné. L'écran lumineux éclairait la chambre sombre de mon appartement. C'était Maxime. J'ai fixé le téléphone pendant un long moment, l'écoutant vibrer violemment sur la table de chevet. J'ai fini par décrocher. Adrien. Sa voix n'était qu'un murmure tremblant et rauque. Il hyperventilait, luttant pour reprendre son souffle. Adrien, s'il te plaît, ne raccroche pas. Tu es la seule personne que je peux appeler. Qu'est-ce que tu veux, Maxime, ai-je demandé, ma voix plate, froide et totalement dénuée de sympathie. Ils ont pris la voiture. Ils ont gelé mes comptes chèques. Mes cartes de crédit sont refusées. Adrien, je suis exclu de ma propre vie. Il laissa échapper un sanglot étouffé. Maman et papa paniquent. Ils parlent avec Gérard, le comptable de la famille. Ils essaient de liquider la maison du lac et leur portefeuille d'investissement pour payer une équipe de défense pénale. Mais ce n'est pas suffisant. Les frais juridiques, juste pour m'éviter la prison préventive en attendant le procès, vont être astronomiques. Cela ressemble à un problème pratique très coûteux, dis-je froidement. Tu es un garçon intelligent. Tu as fréquenté la meilleure école de droit que l'argent de mon père pouvait s'offrir. Je suis sûr que tu vas trouver une solution. Attends, s'il te plaît. Il semblait vraiment désespéré à présent, toute son arrogance consumée par la peur. Tu ne comprends pas. Je savais. Je savais ce que Vincent faisait. Le silence dans ma chambre est soudainement devenu incroyablement pesant. L'air s'est épaissi. Je me suis assis dans mon lit, mon rythme cardiaque s'accélérant. Explique-moi ça tout de suite. Ne me mens pas, Maxime prit une inspiration tremblante. Le son d'un homme se confessant avant l'exécution. Il y a 6 mois, j'examinais les portefeuilles d'investissement trimestriels des clients de premier plan du cabinet. Les chiffres ne correspondaient pas aux avoirs offshore. Les rendements étaient entièrement fabriqués. C'était une structure classique de Ponzi. J'ai trouvé l'anomalie. J'avais les preuves réelles entre les mains. J'ai vu les faux registres. Aimes-tu la signaler à l'organisme de réglementation ? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse écœurante. Non. Sa voix tomba dans un murmure honteux et pathétique. Vincent m'a convoqué dans son bureau. Il m'a servi un verre. Il m'a dit que j'étais sur la voie rapide pour devenir associé. Il a doublé mon salaire sur le champ et m'a accordé un énorme bonus de fin d'année. Il m'a dit de fermer les yeux, que c'était une stratégie financière agressive standard et que tout le monde faisait ça à Wall Street. Je voulais garder mon Penthouse, Adrien. Je voulais garder la Porsche. Je voulais que maman et papa continuent de me regarder comme si j'étais un dieu. J'ai signé les faux audits. Je suis complice. Un dégoût profond m'a envahi.
Il n'était pas seulement une victime innocente des circonstances. Il était un participant volontaire et cupide au vol de millions de dollars appartenant à des innocents, tout cela pour maintenir l'illusion de sa propre supériorité. « Tu es un lâche, Maxime, dis-je doucement, mes mots coupant comme du verre. Tu as vendu ton âme pour une voiture de sport et une tape sur l'épaule d'un père qui ne t'aime que lorsque tu gagnes. Je sais. Je sais que je suis un imposteur, s'écria-t-il, sa voix se brisant complètement. Mais tu dois m'aider. Les procureurs fédéraux me proposent un accord. Si je deviens témoin de l'État et que je leur remets les communications internes, ils m'accorderont l'immunité totale. Mais maman et papa perdent la tête. Ils m'interdisent d'accepter l'accord. Ils ne cessent de parler de loyauté envers le cabinet de Vincent. Ils veulent que je me sacrifie, que je refuse de témoigner pour protéger la réputation de la famille. Ils veulent que je fasse de la prison. J'ai plissé les yeux dans l'obscurité. Pourquoi mes parents se souciaient-ils si profondément du cabinet de Vincent Legrand? Pourquoi préféreraient-ils voir leur enfant chéri aller en prison fédérale plutôt que de coopérer avec le FBI? Le calcul ne tombait pas juste. Il manquait une pièce énorme et hideuse à ce puzzle. Je ne peux pas t'aider, Maxime, dis-je. Tu as fait ton lit, maintenant tu dois te coucher dedans. J'ai raccroché le téléphone et je l'ai éteint. Le lendemain matin, la tempête a fini par atteindre le pas de ma porte professionnelle. J'étais dans mon bureau en train d'examiner une acquisition immobilière commerciale de plusieurs millions de dollars quand mon assistante a frappé doucement. Monsieur Dumont, un monsieur est ici pour vous voir. Il dit qu'il s'agit d'une affaire strictement policière. Avant que je puisse répondre, un homme grand au regard acéré, vêtu d'un costume gris bon marché, est passé devant elle et a fermé la lourde porte en verre. Il a brandi une plaque dorée, inspecteur Mercier, division des délits financiers. Est-ce que je peux m'asseoir, monsieur Dumont? J'ai un emploi du temps très chargé, inspecteur, dis-je, gardant une posture parfaitement détendue, adossé à mon fauteuil. En quoi puis-je vous aider? Mercier s'est assis et a sorti un petit carnet usé. Il a regardé autour de mon bureau luxueux, observant le bureau en acajou et la vue panoramique sur la ville. Vous avez très bien réussi, Adrien, surtout si l'on considère le cauchemar de relations publiques que traverse actuellement votre famille. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à mon frère depuis 5 ans, ai-je déclaré clairement, en gardant un ton tout à fait égal. Ma réussite financière est entièrement indépendante de leurs affaires. Vraiment? Mercier s'est penché en avant, ses yeux fixés sur les miens. Mon sang s'est glacé, mais mon visage est resté un masque impassible. Mon père ne se contentait pas de payer les études de Maxime. Il blanchissait activement de l'argent sale par le biais de la pyramide de Ponzi. Je n'ai absolument aucune connaissance des affaires de mon père, dis-je calmement. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons plus aucun contact. Si vous voulez parler de mon père, allez frapper à sa porte. Votre frère refuse de coopérer, insista Mercier, tapotant son stylo contre le carnet. Il est terrifié. Nous savons qu'il n'était que le porteur de valises, le bouc émissaire. Nous pensons que votre père était l'un des cerveaux de l'opération. Et vous voilà, un cadre financier hautement qualifié possédant les compétences exactes requises pour concevoir ce genre de paradis fiscaux offshore complexes. Il marqua une pause, laissant planer la menace. Nous surveillons tout le monde, Adrien. Quiconque porte le nom de Dumont. Il se leva, boutonna sa veste de costume et me tendit une simple carte de visite blanche. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit concernant les finances de votre famille, appelez-moi. Parce qu'en ce moment, le gouvernement fédéral prépare un grand coup de filet, et nous allons attraper tous les poissons. Après son départ, je suis resté assis en silence pendant un long moment. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin pour former un tableau aussi horrifiant que brillant. Le fond d'études caché, la pression extrême sur Maxime pour qu'il rejoigne le cabinet de Vincent, l'insistance pour que je travaille dans un snack miteux. Il ne s'agissait pas seulement de favoritisme. C'était une conspiration criminelle profondément calculée et sinistre. Ils positionnaient Maxime pour qu'il soit leur bouclier corporatif, et ils essayaient de me garder petit, ignorant et exactement là où ils avaient besoin de moi afin de pouvoir utiliser le snack comme couverture. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau. À l'intérieur se trouvait un ordinateur portable sécurisé et crypté. Je l'ai allumé et j'ai fixé l'écran brillant. Si mes parents étaient prêts à traîner mon nom dans une enquête fédérale pour blanchiment d'argent afin de sauver leur propre peau, alors les règles du jeu venaient officiellement de changer.
Je n'allais plus simplement les surpasser. J'allais les démanteler chirurgicalement. 2 jours après la visite menaçante de l'inspecteur, mon téléphone a vibré, affichant un SMS d'un numéro que je n'avais pas vu depuis une demi-décennie. C'était ma mère, Adrien. Nous organisons un dîner de famille privé à la Pergola ce soir à 20h. Nous devons discuter de questions successorales importantes. Il est absolument crucial que tu y assistes. J'ai fixé le message lumineux. La Pergola était le restaurant italien le plus cher de la ville. Le genre d'endroit où un plat de pâtes coûtait plus cher que ce que je gagnais en une semaine au magasin de bricolage autrefois. 5 ans de silence absolu. 5 ans à me traiter comme un fantôme. Et soudain, j'étais convoqué dans un salon privé parce que le gouvernement fédéral leur respirait dans le cou. J'ai décidé d'y aller, non par obéissance, mais parce qu'un prédateur a toujours besoin d'étudier sa proie avant de porter le coup final. Je suis arrivé exactement à l'heure, vêtu d'un costume sur mesure bleu marine et d'une montre de luxe discrète mais extrêmement coûteuse. Je suis entré dans le salon privé, les lourds rideaux de velours se refermant derrière moi. L'atmosphère était incroyablement tendue, presque palpable. Mon père, Charles, semblait avoir vieilli de 10 ans. Sa posture arrogante et fière avait disparu, remplacée par une énergie défensive et nerveuse. Ma mère, Hélène, serrait un verre de vin blanc comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage, son maquillage légèrement altéré. Maxime n'était pas là, mais assis à côté de mon père se trouvait Gérard, le comptable de longue date de la famille. Gérard était un petit homme au visage de rat qui m'avait toujours regardé avec un mépris évident. « Adrien », dit mon père en se levant et en esquissant un sourire rigide et terriblement embarrassé. « Tu as l'air en forme. Très professionnel. Épargne-moi les politesses, Charles, dis-je en tirant une chaise pour m'asseoir. Je n'ai même pas pris la peine de regarder le menu en cuir. Pourquoi suis-je ici? Ma mère a tendu la main vers la mienne de l'autre côté de la table. J'ai retiré ma main brusquement. Elle a tressailli, ramenant sa main à elle et forçant un sourire tragique et tremblant. Adrien, s'il te plaît, murmura-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes bien entraînées. La famille traverse une crise inimaginable. Maxime a fait de terribles erreurs au travail. Les frais juridiques épuisent nos réserves. Nous risquons la faillite complète et la ruine totale. Et alors, demandai-je, m'adossant à ma chaise en croisant les bras. Gérard, le comptable, s'est raclé la gorge bruyamment, ajustant ses lunettes montées sur fil de fer. Et, Adrien, nous savons que tu t'en sors plutôt bien dans le secteur privé. Le patrimoine de ton père n'est actuellement pas liquide. Nous avons besoin d'une injection massive de liquidité pour garantir une équipe de défense puissante pour ton frère. Nous avons besoin que tu fasses un effort et que tu remplisses tes obligations familiales. Nous avons besoin que tu contractes un emprunt important sur ton salaire actuel pour protéger la famille. J'ai éclaté de rire. Le son était dur, fort et totalement dénué d'humour. Il a résonné contre les murs en acajou coûteux du salon privé, faisant marquer une pause à un serveur à l'extérieur. Les obligations familiales, répétai-je, plongeant mon regard dans celui de mon père. Il y a 5 ans, tu m'as dit que j'étais seulement bon à retourner des hamburgers. Tu as versé un $250 000 sur le compte de Maxime pendant que je mourais de faim. Maintenant qu'il se noie dans une enquête fédérale pour fraude, tu veux que je mette ma propre carrière en jeu pour le sauver? Espèce de sale gosse égoïste. Mon père frappa du poing sur la table, faisant trembler violemment l'argenterie contre la porcelaine. Le masque du père aimant et inquiet s'est volatilisé à l'instant, révélant le monstre en dessous. Tout ce que nous avons fait, c'était pour protéger le nom de cette famille. Tu nous es redevable de t'avoir logé. Si Maxime tombe, c'est tout le nom de la famille qui est ruiné. Le nom est déjà ruiné, Charles, dis-je froidement. Je me suis levé, ajustant calmement ma veste. J'ai sorti mon portefeuille, en ai tiré un billet de $100 tout neuf et l'ai déposé sur la nappe blanche impeccable. C'est pour l'eau gazeuse. Ne me recontactez plus jamais. Alors que je me dirigeais vers la porte, Gérard a pris la parole. Sa voix était un sifflement bas et venimeux, tu devrais faire attention, Adrien. Les autorités posent beaucoup de questions. Si tu refuses de coopérer avec la fiducie familiale, nous pourrions être contraints d'informer la police que tu avais accès au registre financier de l'entreprise avant ton départ. Il serait dommage que ta brillante nouvelle carrière soit détruite par un malheureux malentendu. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de porte en laiton.
Je ne me suis pas retourné. Je me suis contenté de sourire. Un sourire froid et terrifiant qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils essayaient réellement de me faire chanter. Ils essayaient de me faire porter le chapeau pour leur propre crime afin de se sauver. Bonne chance avec ça, Gérard, dis-je calmement, avant de sortir dans l'air frais de la nuit. Le lendemain matin, les enjeux au sein de ma propre entreprise ont atteint un point de rupture absolue. Je suis entré dans la grande salle de conseil aux parois de verre de la Valois-Dumont Holdings. Mon patron, le PDG, Nicolas Valois, était assis en bout de table. Nicolas était un homme d'affaires brillant et redoutable qui exigeait une perfection absolue et n'acceptait aucune excuse. Assis en face de moi se tenait Thibault, un vice-président principal et mon principal rival dans l'entreprise. Thibault venait de la vieille bourgeoisie. Il ne manquait jamais une occasion de faire des remarques passives-agressives sur mon absence de diplôme d'une grande école ou sur mon passé dans la restauration. « Messieurs », commença Nicolas, sa voix résonnant dans la pièce. L'acquisition immobilière commerciale dans le quartier du centre-ville stagne. La commission d'urbanisme s'y oppose et nous perdons de l'argent chaque jour. Celui qui résoudra ce problème obtiendra le poste de vice-président exécutif. Celui qui échouera sera écarté de mon cercle restreint. C'est tout. Thibault sourit, ouvrant son ordinateur portable en platine avec un geste dramatique. J'ai déjà préparé un budget de lobbying massif, Nicolas. Nous n'avons qu'à verser de l'argent aux membres du conseil municipal jusqu'à ce qu'ils approuvent les permis. C'est la procédure standard. Nous les achetons. Non, l'interrompis-je, ma voix parfaitement posée, coupant l'arrogance de Thibault. C'est une solution de facilité temporaire. La commission d'urbanisme ne nous bloque pas pour des questions d'argent. Elle nous bloque parce que l'association des commerçants locaux pense que nous allons raser leurs boutiques et embourgeoiser tout le quartier. Je me suis levé, projetant mon plan structurel minutieusement étudié sur le grand écran. J'ai fait glisser un épais dossier noir sur la table en bois verni directement vers Nicolas. Il l'a ouvert, ses yeux perçants parcourant les documents juridiques. Le silence dans la pièce était absolu. Le sourire suffisant de Thibault s'est évaporé, son visage devenant rouge de colère en réalisant qu'il avait été surpassé. Nicolas referma le dossier et me regarda. Un sourire rare et sincère apparut sur son visage. Brillant. Absolument redoutable, mais brillant. Le poste de vice-président exécutif est à vous, Adrien. Vous disposez officiellement de tous les pouvoirs de direction avec effet immédiat. J'ai hoché la tête, maintenant mon calme professionnel, bien que l'adrénaline coule à flot dans mes veines. J'avais sécurisé ma forteresse. J'avais le pouvoir, les ressources et le soutien de l'entreprise nécessaires pour mener ma guerre. Alors que je retournais à mon bureau d'angle, mon téléphone portable personnel a vibré. L'identité de l'appelant affichait un numéro que je reconnus immédiatement. C'était Françoise, la gérante énergique de 60 ans du snack chez Marcel, l'endroit même où je récurais les sols autrefois. Françoise m'avait toujours traité comme son propre fils, m'offrant des repas supplémentaires lorsqu'elle savait que je manquais d'argent. J'étais resté discrètement en contact avec elle au fil des ans, remboursant anonymement ses dettes médicales. « Adrien, mon grand », dit Françoise d'un ton conspirateur à travers les bruits de vaisselle et de friture. « Tu ne vas jamais croire qui vient de franchir la porte de mon snack. »« Qui est-ce, Françoise ?» demandai-je, regardant par la grande baille vitrée de mon nouveau bureau de direction. « C'est ton frère, Maxime, dit-elle, l'air complètement déconcerté. Il ressemble à un fantôme. Ses vêtements de marque sont froissés. Ses cheveux sont en bataille et il sent l'alcool bon marché. Il vient de se présenter au comptoir et de remplir un formulaire pour le poste de plongeur de nuit. Il m'a dit qu'il était désespérément à court d'argent pour payer ses frais d'avocat. J'ai fermé les yeux, savourant l'ironie cosmique de la situation. L'enfant chéri, l'homme à qui l'on avait remis un demi-million de dollars et une Porsche, celui qui se tenait dans le bureau de mon père pour me dire que j'étais seulement bon à servir des frites, en était réduit à mendier un emploi pour gratter la graisse brûlée sur des assiettes en céramique dans ce même snack. Embauche-le, Françoise, dis-je doucement, un plan sombre et brillant prenant forme dans mon esprit. Donne-lui le poste. Assure-toi de lui confier les quarts de travail les plus difficiles. Et ne lui dis surtout pas que tu me connais. Tu es sûr, Adrien, demanda-t-elle avec hésitation. Absolument certain, répondis-je. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé mon ordinateur portable crypté. L'œil du cyclone est toujours calme, mais ce n'est qu'une illusion.
Le véritable désastre était sur le point de frapper, et j'allais m'assurer que mes parents se trouvent en plein milieu de la zone d'impact. 2 jours après ma rencontre avec l'inspecteur Mercier, le piège que j'avais si soigneusement et méthodiquement tendu s'est refermé. En revanche, cela ne s'est pas produit dans le cadre stérile et prévisible d'une salle de conseil d'administration. Cela s'est produit dans un endroit qui sentait en permanence le café noir éventé, le détergent industriel et la friture bon marché. Cela s'est produit chez Marcel. J'avais organisé une réunion de travail matinale très inhabituelle avec mon PDG, Nicolas Valois. Nicolas était un milliardaire, un titan de l'industrie qui menait habituellement ses réunions du matin dans des clubs privés exclusifs, en mangeant des fruits importés et en buvant des expressos. Mais je lui avais dit que je voulais lui montrer la dynamique brute d'un quartier d'affaires que nous ciblions pour notre nouveau pôle logistique urbain. J'avais insisté pour que nous prenions notre café matinal au cœur même du quartier, dans ce snack. Nicolas respectait mes méthodes non conventionnelles sur le terrain. Il s'est présenté précisément à 7 heures du matin, vêtu d'un costume anthracite impeccable, assis en face de moi dans une banquette en sky rouge élimé, semblant tout à fait déplacé mais profondément intrigué par ma stratégie. Françoise, la gérante au caractère bien trempé qui m'avait vu laver ces mêmes sols pendant des années, nous a apporté une cafetière en verre remplie de café noir. Elle a rempli nos tasses et m'a adressé un clin d'œil complice avant de retourner derrière le comptoir. Près des doubles portes battantes en métal de la cuisine, je le voyais, Maxime, mon frère adoré, l'homme qui conduisait autrefois une Porsche à 100 000 $ et me regardait de haut depuis son pantouse. Il portait un tablier blanc taché sur un t-shirt gris délavé. Il transportait un bac en plastique gris immense et incroyablement lourd, rempli d'assiettes en céramique sales et de restes de nourriture. Son visage était rouge de colère, luisant de graisse et de sueur, et ses mains étaient abîmées par les produits chimiques de la plonge industrielle. La justice poétique de cette vision était tout simplement parfaite. Il effectuait précisément le travail dont mon père avait affirmé avec force qu'il était le seul que je serais jamais capable de faire. Nicolas et moi étions plongés dans une discussion complexe concernant les permis d'urbanisme, les abattements fiscaux et les stratégies d'intégration de quartier lorsque la petite clochette en laiton au-dessus de la porte d'entrée du snack a retenti bruyamment. Je n'ai même pas eu besoin de lever les yeux de mes tableurs financiers. J'ai senti la température de la pièce chuter de 10 degrés. J'ai senti l'arrogance et le sentiment de supériorité toxique envahir l'espace confiné. Mon père, Charles, et ma mère, Hélène, ont franchi la porte vitrée. Ils étaient tous deux vêtus de tenues décontractées haut de gamme, typiques des clubs de golf. Mon père portait un polo Ralph Lauren repassé et un pantalon ajusté, ma mère était drapée dans un gilet en cachemire. Ils semblaient totalement ridicules et hors de propos au milieu des routiers fatigués, des ouvriers du bâtiment locaux et des infirmières épuisées qui mangeaient leurs œufs du matin. Ils avaient retrouvé la trace de Maxime. Ils avaient utilisé leur réseau pour découvrir où leur fils déchu se cachait, et ils étaient venus le sauver physiquement de l'humiliation suprême du travail manuel. Mon père a balayé du regard la salle bondée, ses yeux acérés s'arrêtant finalement sur Maxime, qui tenait son bac de vaisselle sale près de la cuisine, le visage déformé par un mélange d'horreur, de dégoût et de pure colère. Mais son regard s'est déplacé vers le fond de la salle. Il m'a vu. Il m'a vu assis dans la banquette d'angle, portant un costume sur mesure qui coûtait plus cher que toute sa garde-robe, buvant tranquillement mon café en examinant des documents d'affaires. Il s'est dirigé droit sur notre table, ses chaussures en cuir de luxe claquant bruyamment sur le linoléum bon marché. Ma mère le suivait nerveusement, serrant son sac de marque coûteux. Il se fichait éperdument de savoir qui était assis avec moi. Il se fichait de provoquer une scène publique massive. Son immense arrogance l'aveuglait totalement face à la réalité de la situation et aux dangers qu'il encourait. « Adrien » aboya mon père, sa voix forte et autoritaire couvrant le bourdonnement des réfrigérateurs industriels et le brouhaha des clients. « À quel genre de jeu tordu es-tu en train de jouer? Est-ce toi qui as organisé ce cauchemar? As-tu utilisé tes petites relations professionnelles de pacotille pour forcer ton frère à accepter ce poste dégradant et humiliant? Je n'ai pas bronché. J'ai bu une goulée très lente et délibérée de mon café, puis j'ai reposé délicatement la lourde tasse sur la table en formica. Bonjour, Charles. Pour information, je ne possède pas ce snack. Maxime a postulé ici de son plein gré parce que ses comptes bancaires ont été entièrement gelés par le gouvernement fédéral. Il gagne un salaire honnête et imposable. Je pensais sincèrement qu'un homme attaché à vos valeurs traditionnelles respecterait une dure journée de labeur. Ma mère s'est avancée, le visage blême, sa voix se faisant sifflante et agressive pour tenter de m'intimider,
tu vas cesser cette insolence immédiatement, Adrien. Nous avons parlé à Gérard et à notre équipe d'avocats hier après-midi. Nous savons la vérité. Nous savons pour l'immense héritage que tante Éléonore a secrètement créé pour toi. Nous savons qu'elle t'a donné le fonds d'études qui devait légalement être partagé avec toute la famille. Tu vas transférer ce fonds fiduciaire sur nos comptes principaux aujourd'hui même pour payer la défense de Maxime, sans quoi nous intentons un procès massif et très médiatisé contre toi. Nicolas a levé un sourcil interrogateur, s'adossant à la banquette, observant silencieusement cette folie se dérouler devant lui sans prononcer un mot. Un procès, demandai-je, croisant mes doigts avant de les poser sur la table. Sur quels fondements juridiques exacts, Hélène? Pour abus de faiblesse et manipulation mentale, ricana mon père, frappant du plat de la main sur notre table, faisant trembler les tasses de café. Nous témoignerons sous serment que tu as lâchement manipulé une femme âgée et malade pour qu'elle modifie ses dispositions financières. Nous traînerons ton nom dans la boue dans tous les tribunaux de cet État. Nous appellerons tes patrons et leur dirons que tu es un imposteur manipulateur qui vole sa propre famille. Tu perdras ton travail, ta réputation professionnelle, ta retraite et chaque centime de cet héritage. Tu m'entends, mon garçon? Tu n'es rien sans cette famille pour te soutenir. Tu n'es qu'un rat de restaurant qui joue à se déguiser dans un beau costume. Le snack était devenu totalement silencieux. Le bruit des couverts sur les assiettes s'était arrêté. Même les cuisiniers à l'arrière avaient cessé de gratter la plaque de cuisson. Maxime se tenait à 3 mètres de là, totalement figé, le lourd bac de vaisselle sale tremblant violemment dans ses mains rougies. J'ai regardé mon père. J'ai plongé mon regard dans celui de l'homme qui avait systématiquement tenté de détruire mon estime de moi, mon ambition et mon esprit pendant 23 ans. Je m'attendais à ressentir la douleur familière et cuisante des traumatismes de l'enfance. Mais je ne ressentais plus aucune colère. Je ressentais simplement une clarté glaciale, absolue et terrifiante. « Charles, dis-je, ma voix coupant le silence pesant du snack comme un scalpel aiguisé. Tu sembles être sous l'effet d'une illusion très grave, presque délirante, quant à savoir qui détient le pouvoir ici. Tu fais actuellement l'objet d'une enquête active et agressive de la division des délits financiers. Le FBI examine en ce moment même chaque propriété commerciale que tu possèdes. Tu es pris dans un filet fédéral. Et tu penses pouvoir m'intimider avec un procès civil infondé. Je me suis tourné vers ma mère, fixant son regard jusqu'à ce qu'elle recule visiblement. Et Hélène, tu peux menacer d'appeler mes patrons autant que tu le veux, mais je pense que tu devrais formellement rencontrer l'homme assis en face de moi avant de décrocher ton téléphone. Nicolas s'est levé lentement de la banquette rouge. C'était un homme grand, imposant, doté du genre de prestance qui impose un respect absolu et immédiat. Il a regardé mon père d'un regard si froid et perçant qu'il aurait pu geler de l'eau bouillante instantanément. « Je m'appelle Nicolas Valois », dit-il d'une voix profonde et calme, nullement perturbée par la crise pathétique de mon père. « Je suis le président directeur général de la Valois Dumont Holdings. Adrien n'est pas un imposteur, ni un employé de bas niveau. En réalité, depuis hier matin, Adrien a été officiellement promu vice-président exécutif de cette entreprise. Il contrôle actuellement un portefeuille d'acquisition de plus de 2 milliards de dollars. Je l'ai vu surpasser les esprits les plus affûtés et les plus redoutables de la finance. Et après avoir assisté à cette démonstration de parentalité toxique et pathétique, je comprends parfaitement pourquoi il se montre si implacable. Il a dû survivre à des gens comme vous. Le visage de mon père est devenu d'une pâleur effrayante. Tout son sang s'est retiré de ses joues. Il a reconnu le nom de Nicolas immédiatement. Tout le monde dans le quartier des affaires, tout le monde dans les cercles d'élite de la ville connaissait Nicolas Valois. C'était un faiseur de rois, un homme capable de détruire des entreprises d'un simple coup de fil. Et il venait de m'apporter son soutien public au milieu d'un snack graisseux. Monsieur Valois. Je vous assure qu'il s'agit simplement d'un malentendu familial privé et très émotionnel, bafouilla mon père, faisant un pas maladroit en arrière, ressemblant soudain à un vieil homme très petit, terrifié et incroyablement faible. Son attitude agressive avait totalement disparu. Ce n'est pas un malentendu, Charles, dis-je en me levant pour lui faire face, boutonnant ma veste de costume. C'est une exécution. Vous n'obtiendrez jamais un seul centime de mon héritage. Vous n'aurez jamais mon aide, ma sympathie ou ma pitié. Vous avez construit un château de cartes sur le dos d'innocents, et maintenant vous allez devoir rester assis dedans pendant que le gouvernement fédéral le réduit en cendres. Maintenant,
disparaissez de ma vue avant que je ne demande à Françoise de verrouiller les portes et d'appeler la police pour harcèlement et violation de propriété. Mon père ouvrit la bouche pour parler, pour tenter de sauver une infime part de sa dignité brisée, mais aucun son ne sortit. Il regarda Maxime, qui fixait le sol, totalement brisé et publiquement humilié. Mes parents se sont retournés et ont quitté précipitamment le snack, s'enfuyant littéralement, détruits devant une salle remplie d'inconnus de la classe ouvrière. La petite clochette en argent a retenti joyeusement lorsque la lourde porte vitrée s'est refermée derrière eux. Nicolas s'est rassis calmement, reprenant sa tasse de café. Eh bien, c'était certainement plus divertissant qu'une réunion standard sur les permis d'urbanisme. Votre famille est complètement folle, Adrien. Vous n'avez pas idée, Nicolas, répondis-je, laissant enfin échapper un long soupir, sentant l'adrénaline redescendre lentement dans mes veines. À ce moment précis, mon téléphone a sonné, me tirant brusquement de ma victoire. L'identité de l'appelant affichait Élise, l'avocate personnelle et plus proche confidente de ma tante Éléonore. Un pic d'anxiété soudain et violent m'a frappé la poitrine. Tante Éléonore avait eu de légers problèmes de santé, mais rien de critique. J'ai répondu au téléphone, me détournant de la table. Adrien, dit Élise. Sa voix était lourde, étouffée par des larmes incontrôlables. Adrien, je suis tellement désolé. Je dois te demander de venir à l'hôpital. C'est une hémorragie cérébrale massive. C'est arrivé il y a 1 heure dans son jardin. Elle est partie, Adrien. Tante Éléonore nous a quittés. Le snack, Nicolas, l'odeur du café, la victoire sur mes parents. Tout cela s'est effacé dans un brouillard assourdissant. La seule personne au monde qui m'avait vraiment aimé, la femme qui m'avait remis l'épée et le bouclier pour mener mes combats, n'était plus là. Mes jambes ont soudain semblé se dérober, et je me suis laissé glisser sur la banquette en sky, fixant la table d'un regard vide. La tempête était loin d'être terminée. En réalité, la partie la plus dévastatrice de l'ouragan était sur le point de s'abattre. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en laissant le chiffre 1 en commentaire afin que je sache que vous m'avez suivi jusqu'à ce point. Cela permet non seulement à d'autres de découvrir cette histoire, mais cela me montre aussi que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce parcours. Les funérailles de tante Éléonore se sont déroulées par un jeudi matin glacial et pluvieux. Le ciel au-dessus de nous avait la couleur du fer rouillé, correspondant parfaitement à la sensation lourde et vide qui grandissait dans ma poitrine. Je me tenais silencieusement près de la tombe, vêtu d'un lourd costume noir, abrité sous un grand parapluie noir contre le vent violent, regardant le cercueil en acajou verni descendre lentement dans la terre sombre et humide. Je ne pleurais pas. Le chagrin que je ressentais était tout simplement trop immense, trop écrasant et trop profond pour les larmes. C'était comme un poids physique qui m'oppressait les poumons. Tante Éléonore était ma véritable mère dans tout ce qui importait réellement. Elle était mon mentor, ma protectrice acharnée et ma principale raison de me battre si durement pour bâtir une vie d'intégrité absolue. Elle avait vu le feu en moi quand mes propres parents ne voyaient que des cendres. Juste en face de la fosse fraîchement creusée, blotti sous un grand parapluie de golf, se tenaient mes parents et Maxime. Ma mère tamponnait ses yeux de manière théâtrale avec un mouchoir en dentelle noire, jouant à la perfection le rôle de la belle-sœur dévastée par le chagrin pour les autres personnes présentes. Mon père semblait profondément agacé par la pluie qui abîmait ses chaussures en cuir coûteuses, changeant d'appui avec impatience. Maxime semblait complètement perdu, fixant la boue d'un regard vide, l'ombre de l'enfant chéri arrogant qu'il avait été. Il n'avait absolument aucun droit d'être là. Il détestait profondément Éléonore de son vivant, se moquant constamment de son indépendance et de son refus de plier devant la volonté de mon père. Mais comme les vautours désespérés qu'ils étaient, il s'était présenté aux funérailles pour se disputer les restes de sa fortune. Il cherchait le salut sous la forme d'un testament modifié. Après la triste cérémonie au cimetière, une petite réception s'est tenue dans la grande maison victorienne de tante Éléonore. La maison semblait terriblement vide, froide et tout à fait étrange sans le son de sa voix vive et l'odeur familière et réconfortante de son thé à la lavande qui infusait dans la cuisine. Je me tenais dans un coin du salon, un verre de scotch à la main, observant en silence mes parents se mêler aux quelques parents éloignés et anciens collègues de l'immobilier restant. J'ai remarqué que mon père regardait discrètement sa montre Rolex en or. Il s'est penché pour chuchoter quelque chose d'urgent à l'oreille de ma mère.
Ils se sont éclipsés tous les trois sans bruit, mon père, ma mère et un Maxime très réticent, et se sont dirigés vers le long couloir sombre menant au bureau privé d'Éléonore. Mon instinct s'est immédiatement manifesté, comme une alarme dans ma tête. Ce bureau était strictement interdit d'accès à quiconque. C'était le véritable centre névralgique de son empire. C'était là qu'Éléonore conservait son lourd coffre-fort en fer, ses registres financiers privés, ses titres de propriété et tous les documents sensibles concernant ses vastes avoirs immobiliers commerciaux. J'ai posé mon verre sur une table basse et j'ai immédiatement croisé le regard d'Élise, l'avocate de la succession d'Éléonore. Élise avait été la conseillère juridique dévouée d'Éléonore pendant 20 ans, une femme qui connaissait chacun des sombres secrets de ma famille. J'ai fait un léger signe de tête vers le couloir. Élise a compris instantanément, sa mâchoire se contractant. Nous nous sommes discrètement éloignés de l'assemblée et avons marché rapidement dans le couloir feutré. Nous nous sommes arrêtés juste devant la lourde porte en chêne du bureau, entr'ouverte d'1 centimètre. J'entendais le froissement frénétique de papier, le glissement de tiroirs lourds et la respiration paniquée de mon père. Ça doit être ici quelque part, disait mon père d'un murmure désespéré et pressé. Le testament principal, les documents fiduciaires, les numéros de routage des comptes offshore. Continue de chercher. Si nous pouvons trouver les registres principaux et les tampons de signature, nous pourrons falsifier un codicile légal avant qu'Élise ne dépose officiellement les documents au tribunal des successions lundi. Nous pourrons rediriger l'héritage vers la fiducie familiale principale. Nous avons absolument besoin de cet argent liquide pour payer les enquêteurs fédéraux avant qu'ils ne saisissent la maison. Dépêche-toi, Charles. Tu mets tout en désordre, siffla ma mère d'une voix paniquée. Quelqu'un va finir par venir. J'ai poussé la porte. Elle a heurté le mur dans un grand bruit qui a résonné dans toute la maison silencieuse. Mon père était littéralement à genoux devant le coffre-fort mural ouvert, ses mains fouillant frénétiquement à travers d'épais dossiers et des déclarations d'impôts privés. Ma mère se tenait près du bureau en acajou ancien, vidant agressivement les tiroirs, jetant des feuilles volantes sur le sol. Maxime se tenait près de la fenêtre, l'air physiquement malade, les bras croisés sur le ventre, paralysé par l'audace incroyable de ses parents en pleine réception de funérailles. Ils se sont tous figés instantanément, nous regardant Élise et moi comme des animaux pris dans les phares d'un camion lancé à pleine vitesse. Pilleur de tombes, Charles, dis-je d'une voix d'un calme mortel, pleine de dégoût. La terre n'est même pas encore tassée sur le cercueil de ta propre sœur. C'est un nouveau sommet de bassesse, même pour un parasite de ton espèce. Adrien, hurla ma mère en laissant tomber une liasse de papier bancaire sur le bureau, son visage devenant rouge de confusion. Nous étions justes. Nous cherchions une photo sentimentale spécifique pour la cérémonie. Nous voulions l'exposer. Épargne-moi ces mensonges pathétiques, Hélène. Élise s'avança, serrant fermement sa mallette en cuir contre elle, les yeux brillants de colère. Vous vous introduisez illégalement dans une pièce privée sécurisée. Je suis l'exécutrice testamentaire officielle de cette succession. Si vous touchez à un seul papier de plus, j'appelle immédiatement la police pour vous faire arrêter pour tentative de cambriolage et falsification de documents successoraux. Mon père s'est levé rapidement, époussetant les genoux de son pantalon de costume, tentant désespérément de sauver un semblant de dignité. C'est une affaire de famille privée, Élise. Éléonore était ma propre sœur. J'ai parfaitement le droit légal et moral d'examiner ses actifs avant qu'ils ne soient finalisés et cachés par vos soins. Nous savons qu'elle détenait une quantité importante de liquidités. C'était le cas, répondis-je calmement, croisant les bras sur ma poitrine. Et elle a laissé chaque centime, chaque propriété et chaque actif à moi seul. Mais ce n'est pas vraiment ce que vous cherchiez, n'est-ce pas? Vous êtes désespéré. Vous êtes acculé. Vous avez besoin d'argent intraçable pour vous sortir de l'inculpation fédérale majeure qui vous attend. Élise s'est dirigée vers le bureau, ignorant totalement mes parents comme s'ils étaient de simples détritus sur le sol. Elle a tendu la main derrière un faux panneau en bois dans le tiroir du bas à un compartiment secret ingénieux qu'Éléonore lui avait montré des années auparavant. Élise en a sorti une clé USB noire et une enveloppe scellée épaisse adressée à mon nom de l'écriture élégante de ma tante. Éléonore m'a explicitement demandé de te remettre cela immédiatement après la réception des funérailles, Adrien, dit Élise en me tendant la clé et l'enveloppe. Elle m'a dit que cela contenait la toute dernière pièce du puzzle. Qu'est-ce que c'est? Exigea mon père, faisant un pas agressif en avant, ses yeux fixant nerveusement le petit objet noir dans ma main. Quel genre de fichier est-ce? Donne-moi ça.
découvrons-le ensemble, dis-je en ignorant son ordre. Je me suis approché du grand ordinateur de bureau d'Éléonore, j'ai branché la clé USB dans le port et j'ai cliqué sur l'unique fichier vidéo hautement crypté du répertoire principal. L'écran s'est allumé. Tante Éléonore apparaissait, assise dans le fauteuil en cuir même à côté duquel je me tenais. Elle avait l'air un peu fatiguée, les traits de son visage marqués, mais ses yeux étaient incroyablement vifs, brillants et lucides. L'horodatage numérique sur l'enregistrement indiquait qu'il datait d'exactement 2 semaines avant son attaque cérébrale. « Bonjour, Adrien. » Sa voix chaleureuse et familière a rempli la pièce silencieuse étendue. « Si tu regardes ceci, cela signifie que mon vieux cœur a fini par lâcher, que tu te tiens dans mon bureau et que tu fais face à la cupidité tout à fait prévisible de ton père. Il est probablement là dans la pièce avec toi, essayant activement de voler tout ce qui n'est pas cloué au sol. » Mon père déglutit avec une immense difficulté, son visage prenant la couleur de la cendre humide. Il fit un pas en arrière, se cognant contre la bibliothèque. « Je t'ai dit que je t'avais donné ce fonds d'études pour te rendre intouchable, » poursuivait Éléonore sur l'écran, fixant l'objectif de la caméra. « Mais je ne t'ai pas dit toute la vérité hideuse sur la raison pour laquelle je détestais tant tes parents. Je ne voulais pas encombrer ton esprit pendant que tu bâtissais ta carrière. Mais maintenant, tu es prêt. Maintenant, tu as le pouvoir professionnel nécessaire pour en finir. » Éléonore se pencha en avant, son expression devenant farouche. « L'entreprise immobilière de ton père est en faillite légale complète depuis 6 ans, Adrien. Il a absolument tout perdu dans une série de spéculations offshore illégales et de mauvais investissements. Mais pour maintenir son train de vie factice et sa réputation, il s'est associé à Vincent Legrand. Ils ont créé une immense pyramide de Ponzi hautement sophistiquée. Mais Charles est un lâche fini. Il savait que les auditeurs fédéraux finiraient par s'en rendre compte, alors il lui fallait un bouc émissaire permanent, un bouclier. C'est exactement pour cela qu'ils ont poussé Maxime à rejoindre le cabinet de Vincent. C'est pour cela qu'ils ont payé ses frais d'études exorbitants et lui ont acheté cette voiture de sport clinquante, afin de l'enfermer dans une cage dorée de dettes et d'obligations. Ils ont délibérément, sciemment manipulé leur propre enfant chéri pour qu'il signe les audits financiers frauduleux. Ils ont piégé Maxime pour qu'il subisse de plein fouet la peine de prison fédérale lorsque le château de cartes s'effondrerait inévitablement. Ils allaient le laisser croupir dans une cellule pendant qu'il gardait l'argent volé. Maxime laissa échapper un son qui ressemblait au dernier soupir agonisant d'un animal blessé. Il s'effondra lourdement à genoux sur le tapis de Perse, se tenant l'estomac, pleurant de manière incontrôlable. Sa réalité entière, son identité de fils adoré, parfait et supérieur venait d'être réduite en miettes en l'espace de quelques secondes. Il n'avait jamais été le préféré. Il était l'agneau sacrificiel mené à l'abattoir par ses propres parents. « Et toi, Adrien ?» La voix d'Éléonore s'adoucit, empreinte d'une immense tristesse. Il savait que tu étais bien trop intelligent pour être manipulé. Il savait que tu verrais clair dans leur fraude immédiatement. Alors, ils ont essayé de te maintenir dans la pauvreté. Ils ont essayé de te garder épuisé et brisé. Ils voulaient que tu travailles dans ce snack pour toujours parce qu'ils blanchissaient secrètement et illégalement de l'argent sale par le biais des comptes de la chaîne d'approvisionnement du restaurant. Ils allaient te faire accuser de blanchiment d'argent. Ils allaient vous laisser, toi et ton frère, croupir en prison pour protéger leur fausse et pathétique réputation. La vidéo s'interrompit brièvement pour afficher le document numérisé d'un accord d'immunité fédérale portant la signature d'Éléonore. « Je ne suis pas resté sans rien faire à les regarder vous détruire, mes garçons. Adrien, au cours des fins de 5 dernières années, j'ai été une informatrice hautement confidentielle pour le FBI. Je leur ai remis chaque registre, chaque fausse signature, chaque appel enregistré. L'inspecteur Mercier a absolument tout ce dont il a besoin. Le piège est totalement refermé. Finissant avec eux, Adrien. Prends tout ce qu'ils ont. Bâtis ton empire. Je t'aime. » L'écran s'éteignit, ne laissant que le ronronnement du ventilateur de l'ordinateur. Le silence dans le bureau était absolu, étouffant et terrifiant. L'atmosphère de la pièce semblait vide d'air. J'ai regardé mes parents. Ils étaient complètement paralysés, tremblants de tous leurs membres. Les monstres arrogants et intouchables qui m'avaient torturé psychologiquement pendant 2 décennies apparaissaient soudain comme de simples criminels lâches et pathétiques, prêts à envoyer leurs propres enfants en prison pour préserver leurs privilèges et leurs voitures de luxe. « Vous m'avez piégé » murmura Maxime, la voix brisée. Il leva vers notre mère des yeux écarquillés par la douleur et la trahison. «
Vous m'avez piégé pour me faire porter le chapeau à la place de Vincent. Vous m'avez acheté cette voiture pour me faire taire. Vous êtes des monstres. Des monstres absolus. Ma mère tenta de se pencher vers lui, des larmes coulant sur son visage. Maxime, mon chéri, s'il te plaît, comprends. Nous étions désespérés. Nous devions protéger la famille. Maxime repoussa sa main avec une force si violente que le geste résonna nettement dans la pièce. Il recula à reculons sur le tapis, terrifié par son contact, totalement dégoûté par sa présence. J'ai tendu la main, retiré la clé USB de l'ordinateur et l'ai glissée en sécurité dans la poche intérieure de mon costume. J'ai regardé mon père qui fixait l'écran noir de l'ordinateur, l'esprit complètement brisé par la réalité de sa situation. Vous avez exactement 48 heures, Charles, dis-je, ma voix totalement vide de toute émotion, froide et définitive. C'était la voix d'un juge prononçant une sentence de mort. 48 heures avant que le FBI ne gèle le moindre actif caché à votre nom, ne défonce votre porte d'entrée et ne vous emmène les menottes au poignet. Je vous conseille vivement de commencer à courir. Exactement un mois après les révélations dévastatrices des funérailles de tante Éléonore, le dernier chapitre de l'histoire de la famille Dumont s'est joué dans la salle de conseil de la Valois-Dumont Holdings. L'enquête fédérale avait progressé à une vitesse fulgurante, alimentée par les preuves impeccables qu'Éléonore avait méticuleusement rassemblées et transmises à l'inspecteur Mercier. Le FBI avait gelé l'intégralité des comptes bancaires personnels et professionnels de mes parents. Ils avaient saisi leurs véhicules de luxe, leurs avoirs offshore et placé un important privilège fiscal fédéral sur la grande maison de banlieue dans laquelle j'avais grandi. Mes parents étaient totalement acculés. Ils manquaient cruellement d'argent, faisaient face à une ruine sociale totale et risquaient de passer les 20 prochaines années dans un pénitencier fédéral de haute sécurité. Je me tenais assis au bout de la grande table de conférence en chêne. À ma droite se tenait Élise, impeccable dans son rôle d'exécutrice de la succession d'Éléonore et de conseillère juridique personnelle. À ma gauche se tenait Maxime. Maxime avait beaucoup changé. Il avait perdu beaucoup de poids, et son attitude arrogante avait complètement disparu. Il portait un costume gris ordinaire, un peu trop grand pour lui. L'illusion de l'enfant parfait était morte. À sa place se tenait un homme profondément humble, marqué par les événements, qui voyait enfin le monde tel qu'il était, libéré des manipulations de nos parents. Nous n'étions pas devenus les meilleurs amis du monde. Les blessures psychologiques du passé étaient bien trop profondes pour une réconciliation rapide. Mais nous avions formé une alliance solide et respectueuse, unis par le traumatisme d'avoir réalisé que nos parents étaient des sociopathes. À 10 heures précises, les portes vitrées de la salle de conseil se sont ouvertes. Mon père et ma mère sont entrés, accompagnés d'un avocat commis d'office qui semblait débordé. Ils avaient l'air épuisés, marqués par le poids de l'État fédéral. Ma mère ne portait plus son collier de perles habituel, sans doute vendu pour payer leurs courses ces dernières semaines. Le costume sur mesure de mon père flottait sur sa silhouette amincie. Il ressemblait à un condamné à mort. Ils se sont assis à l'autre bout de la table. Pas de poignée de main. Pas de salutation. Pas même un café. La pièce était glaciale. Soyons brefs et professionnels, commençai-je en faisant glisser une liasse de documents officiels vers eux. Voici les conditions non négociables de votre reddition complète. Vous n'avez absolument aucune marge de manœuvre, Charles. Les procureurs fédéraux possèdent tous les registres. Ils ont les numéros de routage offshore. Ils ont les enregistrements clairs de tes conversations avec Vincent Legrand concernant la pyramide de Ponzi. Mon père regarda les documents, ses mains tremblant légèrement. Adrien. Nous sommes tes parents. Nous t'avons donné la vie. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous allons être ruinés. Nous n'aurons plus rien. Vous vous êtes ruinés vous-même, intervint Maxime, la voix tremblante mais ferme, refusant de baisser les yeux devant notre père. Vous alliez me laisser aller en prison pendant des décennies. Vous alliez faire accuser Adrien de blanchiment d'argent pour vous sauver vous-même. Vous n'avez plus le droit d'utiliser le mot parent en notre présence. Ma mère commença à pleurer. Les larmes désespérées d'une femme manipulatrice qui comprenait enfin qu'elle ne pourrait pas échapper aux conséquences de ses actes. Adrien, s'il te plaît, je t'en supplie, aie un peu de pitié pour ta mère. Nous sommes vieux. Nous ne survivrons pas en prison. S'il te plaît. Je me suis penché en avant, joignant mes mains sur la table, le visage de marbre. Je ne vous envoie pas en prison, Hélène. C'est le gouvernement des États-Unis qui le fait.
Cependant, j'ai eu une longue discussion avec les procureurs et l'inspecteur Mercier. Parce que Maxime a officiellement accepté de coopérer et de témoigner contre Vincent Legrand et tout son réseau, le gouvernement propose un accord de plaidoyer exceptionnel. Le regard de mon père se releva, une lueur d'espoir désespéré brillant dans ses yeux. Un accord? Quelles en sont les conditions exactes? Élise ajusta ses lunettes et commença à lire ses notes, en échange de l'abandon de toute poursuite civile de la part d'Adrien, ce qui vous ruinerait définitivement et vous lirez aux tribunaux pour le restant de vos jours, et en échange de la coopération totale de Maxime. Les procureurs fédéraux acceptent une peine considérablement réduite, 3 ans d'assignation à résidence stricte, suivi de 5 ans de liberté surveillée et d'une interdiction à vie d'exercer toute activité financière, immobilière ou commerciale dans le pays. Mais il y a une condition majeure, ajoutai-je calmement. Une très grande condition. Vous signez ces documents immédiatement. Vous abandonnez tout contrôle de l'entreprise immobilière familiale et de tous les actifs restants en ma faveur. Chaque propriété, chaque bail, chaque compte bancaire. Vous prendrez le peu d'argent qui reste sur vos comptes personnels et vous irez immédiatement vous installer dans le petit appartement en Floride que vous avez acheté via une société écran. Vous ne remettrez plus jamais les pieds à Chicago, et vous ne chercherez plus jamais à nous contacter, Maxime ou moi. Si vous enfreignez cette règle, l'accord est annulé. Mon père fixa les papiers. C'était la perte totale de son pouvoir, de sa fierté, de sa richesse et de sa réputation. Il était banni légalement et financièrement. Chassé du royaume qu'il avait construit sur des mensonges et du vol. Tu me voles mon entreprise, murmura-t-il, un regard de haine réapparaissant brièvement dans ses yeux. Tu voles le travail de toute ma vie. Le travail de ta vie était une fraude illégale, Charles, répondis-je froidement. Tu n'as rien construit. Tu as volé. Vous avez exactement 3 minutes pour signer. Sinon, Élise appelle le procureur, l'accord est annulé, et vous serez arrêté par des agents fédéraux avant même d'atteindre l'ascenseur du hall. Le silence dans la salle était pesant. Le tic-tac de l'horloge résonnait comme un marteau sur une enclume. Mes parents se sont regardés. Il n'y avait aucun amour dans leurs yeux, aucun réconfort. Seulement du ressentiment mutuel et de la panique. Ils étaient comme 2 rats pris au piège sur un navire en train de couler. D'une main tremblante, mon père prit le stylo et signa les pages. Ma mère signa juste après lui, laissant des traces de larmes sur le papier. Élise rassembla les documents et les rangea dans sa mallette. C'était fini. L'empire de mensonges était officiellement dissous et transféré. Partez, dis-je doucement, regardant par la fenêtre sans leur accorder un regard. Mes parents se sont levés lentement, semblant brisés, et sont sortis sans un mot. La porte s'est refermée derrière eux. J'ai laissé échapper un long soupir. J'avais l'impression de retenir mon souffle depuis 5 ans. Le poids de leurs attentes et de leur cruauté venait enfin de s'envoler de mes épaules. J'ai sorti un dernier document de ma serviette et l'ai fait glisser vers Maxime. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en essuyant ses yeux, l'air confus. « C'est l'acte de propriété officielle du snack chez Marcel, dis-je. J'ai racheté l'établissement ce matin même en utilisant une partie du fonds fiduciaire d'Éléonore, mais je ne vais pas le garder. » Maxime semblait perplexe. « Alors qu'est-ce que tu vas en faire ?» Je le cède à Françoise et à toute l'équipe de cuisine. Une propriété à 100%, libre de dettes, avec un apport financier pour rénover la cuisine. Ce sont des gens honnêtes et travailleurs qui m'ont mieux traité que ma propre famille. Ils méritent d'être propriétaires de l'endroit pour lequel ils ont donné tant de leur personne. J'ai signé l'acte d'un geste rapide. Ce snack devait être ma prison. Désormais, ce sera leur héritage financier. 2 semaines plus tard, l'air de Chicago était frais, annonçant l'automne et le changement. Je me tenais sur le porche de la maison victorienne d'Éléonore. Le panneau, vendu, dans le jardin bougeait doucement sous la brise. J'avais pris la décision difficile de ne pas garder la maison. Elle était magnifique, mais remplie des fantômes du passé. Je voulais me tourner vers l'avenir, pas conserver un musée de la douleur. La lourde porte d'entrée s'est ouverte et Maxime est sorti en portant le dernier carton de livret de disques d'Éléonore. Il portait un jean usé et un pull simple. Il semblait fatigué, mais pour la première fois de sa vie, il semblait authentique et serein. Il posa le carton près du camion de déménagement et me rejoignit, s'appuyant contre la rambarde du porche. Nous sommes restés silencieux un long moment, regardant les enfants du quartier faire du vélo dans la rue couverte de feuilles mortes.
L'entreprise de déménagement va emporter le reste des meubles cet après-midi, dit-il doucement. Élise a finalisé les derniers documents de la succession ce matin. Tout est officiellement réglé. Bien, dis-je en hochant la tête. Comment se passe ton nouveau travail? Maxime laissa échapper un petit rire sincère. C'est une grande leçon d'humilité, Adrien. Travailler comme assistant juridique dans un petit cabinet de quartier est un grand changement par rapport au bureau d'angle du cabinet de Vincent. Je passe mes journées à classer des documents et à faire du café pour des avocats plus jeunes que moi. Mais c'est un travail honnête. Pour la première fois, je sais que j'ai mérité mon salaire. Je ne vis plus dans le mensonge. Je me suis tourné vers mon frère. L'enfant gâté était mort, enterré avec sa Porsche et son faux prestige. Mais l'homme en face de moi, qui reconstruisait sa vie à partir de zéro, était quelqu'un que je pouvais enfin respecter. Il faisait le travail difficile de rebâtir son existence, sans filet de sécurité, sans fonds fiduciaire et sans l'approbation toxique de nos parents. Nicolas et moi avons finalisé la fusion hier, lui dis-je. Nous lançons officiellement la Valois-Dumont Holdings la semaine prochaine. Je prends la direction de toute la division immobilière commerciale. Maxime a souri d'un sourire sincère et dénué de toute jalousie. C'était la première fois qu'il me regardait avec une telle fierté. Tante Éléonore serait fière de toi, Adrien. Tu as réussi. Tu as pris la pire main possible et tu es devenu intouchable. Nous avons réussi, le corrigeai-je doucement. Tu t'es levé dans cette salle de conseil, Maxime. Tu as choisi la vérité plutôt que l'illusion. Tu as choisi de faire face au procureur plutôt que de te cacher derrière Charles. Cela a demandé beaucoup de courage. Maxime regarda ses chaussures usées. Tu penses qu'on entendra encore parler d'eux? Ils vivent dans un petit appartement en Floride, isolés, privés de leurs privilèges et terrifiés à l'idée d'enfreindre les règles de leur liberté surveillée, dis-je sans aucune pitié. Ils n'ont plus d'argent pour des avocats, plus de pouvoir pour nous manipuler. Ce sont des fantômes, Maxime. Laissons-les se hanter l'un l'autre là-bas. Nous sommes descendus vers nos voitures respectives garées le long de la rue. Maxime conduisait une vieille berline d'occasion achetée avec ses premiers salaires honnêtes. Je conduisais un véhicule de fonction élégant et sobre. Nous prenions des directions différentes, menant des vies différentes. Mais le lien toxique qui nous unissait dans une rivalité orchestrée par nos parents avait enfin été rompu. Nous étions simplement frères désormais, marqués par le passé, mais enfin libres. Prends soin de toi, Maxime, dis-je en lui tendant la main. Il la prit fermement, me serrant rapidement dans ses bras. Toi aussi, Adrien. Continue de bâtir ton empire. Je l'ai regardé s'éloigner, ses feux arrière disparaissant au coin de la rue. Je me tenais seul devant la maison où, 5 ans plus tôt, on m'avait donné les outils pour changer ma destinée. La vérité sur la vengeance est qu'elle apporte rarement la paix. Si vous passez votre vie à essayer de détruire ceux qui vous ont fait du mal, vous les laissez dicter votre existence. Mais la vraie justice est silencieuse. C'est le pouvoir de s'éloigner de la toxicité. C'est la satisfaction de regarder ceux qui vous disaient que vous ne valiez rien et de réaliser que leur opinion n'a plus aucune importance. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur votre vie. Mon père m'avait dit que j'étais seulement bon à retourner des burgers. Ma mère m'avait dit d'accepter mes limites. Ils ont essayé de m'enterrer sous des mensonges et des dettes. Mais ils ont oublié une loi fondamentale de la nature, une graine ne meurt pas lorsqu'elle est enterrée dans le sol sombre. Elle attend simplement, accumulant des forces, absorbant la pression jusqu'à ce qu'elle finisse par éclater et grandir vers la lumière, traversant le béton. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et je me suis éloigné du trottoir. Je n'ai pas regardé en arrière. Devant moi se dessinait la silhouette de la ville. Devant moi m'attendaient de nouvelles négociations et un avenir bâti sur ma seule détermination, pas sur de l'argent volé. Je m'appelais Adrien Dumont. Je n'étais le plan de secours de personne. Je n'étais le bouc émissaire de personne. J'étais l'architecte de ma propre réalité. Et le plus beau, c'est que je ne faisais que commencer. Merci infiniment d'avoir parcouru ce chemin long et difficile à mes côtés aujourd'hui. Ce voyage m'a appris la leçon la plus douloureuse de toutes, parfois, les personnes les plus toxiques partagent votre propre sang. Et la décision la plus courageuse que vous puissiez prendre est de couper définitivement ce lien pour vous sauver. La véritable famille n'est pas déterminée par le sang. Elle est déterminée par le respect, la loyauté et par ceux qui restent à vos côtés lorsque les tempêtes les plus sombres éclatent.
Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec des membres toxiques de votre famille? Avez-vous déjà dû fixer des limites strictes et vous éloigner pour protéger votre paix d'esprit et votre avenir? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux et je vous promets que vous n'êtes jamais seul dans ce combat pour votre propre vie. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer notre prochain voyage ensemble. Restez forts. Restez concentrés.